Bien, vous avez, effectivement, du coup, pu parcourir, l'ensemble des expressions qui ont été recueillies à l'occasion de cette concertation et plus précisément, les expressions des enfants. D'une manière générale, qu'est-ce que vous avez pu, penser de cette démarche et de l'attention portée à l'avis des enfants dans cette, concertation? Mmh. Bon, il me semble d'abord important de préciser que la parole des enfants a été recueillie en même temps que la parole de l'ensemble des acteurs éducatifs. Des parents, des enseignants, des personnes de la mairie, des animateurs ont aussi pu donner leur avis sur la question du rythme de l'enfant. Et en fait, la mairie des Innes s'inscrit dans une démarche, ce qu'on appelle démocratie participative. Vous le savez très bien, aujourd'hui, de plus en plus de politiques se rendent compte qu'il est important, nécessaire d'avoir la parole des usagers de façon à effectivement ne pas être seulement les porteurs d'une voix qui serait légitimée par le fait qu'ils ont été élus. Donc on est vraiment dans le cadre d'une démocratie participative. Alors la parole des enfants, c'est plus original. Alors, ce n'est pas la première mairie qui le fait, mais il y a déjà eu effectivement des expériences. Et on s'inscrit en fait dans une question aussi de savoir. Il y a deux questions derrière la parole des enfants. La première question, c'est comment en tenir compte dans le florilège de ces paroles, qu'est-ce qu'on peut entendre de la parole des enfants, mais également aussi voir que jusqu'il y a encore 10 ans, on parlait peu de l'intérêt de l'enfant dans ces questions sur les règles de l'enfant. L'intérêt qui était porté, c'était des raisons ou des logiques économiques et familiales. Mais il y a eu un rapport PISA en 2009 ou 2010 qui a mis en évidence que les enfants ne ressentaient pas forcément, ou n'avaient pas un sentiment de bien-être à l'école. Et cette question, effectivement, ce résultat du rapport a interrogé aujourd'hui sur qu'est-ce qui peut justifier le fait que des enfants aujourd'hui en France puissent dire qu'à l'école, ils ne se sentent pas forcément dans une situation de bien-être psychologique ou de sécurité. Voilà. Et donc, évidemment, cette parole des enfants est absolument essentielle aujourd'hui pour traiter de ces questions des rimes de l'enfant. Alors, évidemment aussi, on peut penser que les enfants sont les meilleurs ambassadeurs pour pouvoir aujourd'hui parler de leurs besoins et de leurs intérêts. Voilà. C'est la question que j'allais vous poser effectivement. On les a amenés à s'exprimer sur, finalement leur bien-être, oui, et puis notamment leur fatigue, parce que c'était une des préoccupations un peu centrales de l'ensemble des acteurs éducatifs, la fatigue des enfants. D'après vous, les enfants, si jeunes, est-ce qu'ils sont capables d'évaluer, j'allais dire utilement, véritablement leur niveau de fatigue? Est-ce qu'ils sont finalement les mieux placés pour le faire? Mhm. Pourquoi ne le serait-il pas aussi bien qu'un adulte? Euh, Alors, avant peut-être de parler de la fatigue ressentie et d'essayer d'évoquer ensemble le fait de savoir si on peut ou non tenir compte pour les enfants, il me semble important de revenir sur les résultats bruts, Oui. ce que nous ont dit les enfants, hein. Alors, ils ont été interrogés sur deux choses. La première chose, on leur a demandé en fait comment ils vivaient les différents moments de la journée. Et ensuite, on leur a demandé comment ils vivaient les différents jours de la semaine. Et donc, ces deux dimensions me semblent effectivement importantes. Et j'aimerais, si c'est possible, vous rappeler en grande ligne ce que les enfants disent, répondre à ces questions-là. Alors, d'abord sur les moments. Et vous allez voir effectivement que, alors je ne sais pas si on peut dire ça affolant, mais les moments que les enfants préfèrent sont les enfants qui sont hors du temps scolaire. Ça va peut-être affoler les enseignants. Alors, le temps du repas, de façon absolument, mais extrêmement significative, c'est le temps qui est préféré par les enfants. Et ils nous disent quoi de ces moments-là? Ils nous disent d'abord le plaisir d'être ensemble. C'est un temps de loisir, nous disent-ils. Ils adorent aussi participer aux activités qui sont proposées lors de ce temps méridien. Et alors, en plus, et alors là, ça sort de façon absolument admirable, en ces périodes de problèmes sanitaires, Oui. les enfants adorent les moments de la cantine parce qu'ils peuvent aussi sortir leur masque. Alors, et pourtant, on a pu observer effectivement chez les enfants une capacité adaptative très importante sur les masques. Au départ, on pensait qu'il était absolument inenvisageable de pouvoir imposer aux enfants le port du masque. Ils l'ont fait facilement, mais aujourd'hui quand même, pouvoir sortir le masque pendant 1 heure et demie et pour eux relève d'un vrai sentiment de liberté. Ensuite, ils apprécient énormément les temps d'accueil. Temps d'accueil du matin, temps d'accueil du soir et temps d'accueil récréatif.
Et tous les temps scolaires arrivent bien loin derrière. Et en particulier les moments d'après-midi. Ce que nous disent les enfants, ils nous disent s'ennuyer et ils nous disent ressentir également de la fatigue. Alors, on reviendra effectivement sur cette question-là, mais en tout cas, c'est ce que évoquent effectivement les enfants lors de leur questionnaire. Ensuite, ce qu'ils nous disent, et hélas pour les parents, ce sont les temps à la maison, le matin et le soir, qui sont les moins appréciés par les enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien dans leur famille, mais on pourrait s'interroger aujourd'hui, pourquoi les enfants nous disent ça? Alors, on pourrait avoir plusieurs hypothèses, mais en particulier, effectivement, peut-être un espace qui est vécu comme les enfants, comme un espace de contrainte, un espace aussi de conflit avec les frères, les sœurs, les moments de repas, mais en tout cas, ils disent effectivement qu'ils n'aiment pas trop les moments le matin et le soir avec les parents. Sur les jours, celui qui arrive en tête et qui est le jour adoré des enfants, c'est le mercredi. D'accord. Alors, pareil, hypothèse, ou en tout cas ce qu'ils nous disent, ils aiment beaucoup qu'il n'y ait pas l'école l'après-midi. Et donc, ce qui pourrait nous faire penser effectivement que ce mélange judicieux entre un temps d'école le matin et un temps plutôt récréatif, temps de loisir l'après-midi, est sûrement le rythme préféré des enfants. Mais en nous disant effectivement qu'ils aiment le mercredi, ils nous disent il est possible alors d'envisager pour nous effectivement un mélange entre ces deux moments. Et puis alors, les moments détestés, eh bien, c'est le lundi et c'est le vendredi. Alors, les raisons évoquées, c'est le lundi, parce qu'il faut retourner à l'école, c'est la fin du week-end. D'ailleurs, des enfants nous ont dit « ça serait trop bien qu'on commence à travailler le mardi ». Mais bon, on peut imaginer que s'il y avait... aussi dur que le lundi. C'est ça, et donc ça deviendrait ensuite le mercredi, etc. Mais en tout cas, effectivement, ils ont ce désir, ils auraient ce désir de prolonger ce week-end. Et alors, le vendredi, ils parlent d'ennui, ils parlent de lassitude également. Et on peut penser effectivement qu'on n'est peut-être pas sur une question de fatigue, mais peut-être sur une question d'une répétition des jours d'école. Et arrive un moment, effectivement, où les enfants montrent qu'ils ont envie d'autre chose que d'aller à l'école. Finalement, ce qu'ils expriment entre les temps qu'ils vivent, ce qu'ils apprécient le moins, ça coïncide un petit peu avec le rythme chronobiologique qu'on peut retrouver, c'est-à-dire une fatigue peut-être au moment de reprendre l'école le lundi après la coupure de week-end, et peut-être une fatigue qui s'accumule, vous l'avez dit tout à l'heure, en fin de journée, puisqu'ils appréciaient moins effectivement l'après-midi, et puis une fatigue qui peut s'accumuler au fur et à mesure qu'on avance dans la semaine. Est-ce qu'il y a une corrélation entre fatigue et temps apprécié ou pas apprécié? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, dans ce que nous disent les enfants, de vrais points d'accord entre la parole des enfants et les expertises des chronobiologistes ou chronopsychologues. Il y a effectivement cet effet week-end, qui est un moment de coupure visiblement très long, ils s'éloignent de la réalité scolaire. Et puis, il y a également cette fatigue ressentie dans l'après-midi, qui correspond également à ce que disent les chronobiologistes. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait aujourd'hui, du fait des résultats de ces experts-là, que ce sont des temps qui seraient a priori moins adaptés aux apprentissages, car les enfants sont dans des capacités attentionnelles qui sont moindres. En revanche, les chronobiologistes et chronopsychologues ne croient pas trop en cette fatigue du vendredi. Et pour autant, effectivement, elle est prononcée, elle est parlée, elle est dite par les enfants. Alors, on peut trouver plusieurs explications possibles. Peut-être que c'est un petit peu tôt dans notre entretien, mais on ne sait pas à ce moment-là si les enfants ne sont pas aussi porteurs d'une parole qui ne leur appartiendrait pas. C'est un discours qu'on entend aussi chez les parents. Les parents, effectivement, disent être fatigués le vendredi. Les parents disent effectivement ne pas forcément aimer reprendre le travail le lundi. Alors, la question étant de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les enfants ne font que reprendre une parole d'adulte? Parce qu'on est sur des questions. C'était extrêmement intéressant, ce questionnaire que vous avez fait passer aux enfants des IN. Mais en même temps, on peut aussi imaginer que ce sont des questions qui ne se sont pas véritablement posées. Je crois que quand un enfant a entendu « tu vas me dire quel jour tu préfères ou quel moment tu préfères », c'était vraiment une question qui était inconnue pour eux. Et alors, peut-être ont-ils fait référence
à ce qu'ils ont pu entendre venant de la bouche des adultes. Donc, j'aurais tendance sur ce coup-là à un petit peu peut-être relativiser la parole de l'enfant. Et puis, puisque vous me posez la question de est-ce qu'ils sont en capacité effectivement de parler de leur fatigue, comment ils ressentent leur fatigue, c'est une question assez complexe au bout du compte. Donc, effectivement, on a évoqué les retours des enfants au travers de cette concertation. Ils ont pu pointer des moments de fatigue, des moments plus difficiles pour eux. Mais revenons-en à l'une de nos questions un petit peu de départ. Finalement, est-ce que les enfants sont en réelle capacité à évaluer leur propre fatigue? Alors, c'est une question complexe. En tout cas, ce qu'ils nous disent, les enfants, c'est qu'ils ressentent une fatigue plus importante le lundi et le vendredi. Ça, c'est net et on va dire qu'une immense majorité des enfants, effectivement, le signalent. Comment on peut expliquer cette fatigue ressentie? Les enfants sortent d'un week-end long avec effectivement peut-être des rythmes de vie familiaux qui n'ont pas permis à l'enfant de véritablement se reposer. Donc, il y a peut-être une fatigue qui est accumulée le week-end, ce fameux effet week-end, qui fait que les enfants arrivent plus fatigués le lundi. Quant au vendredi, ce résultat n'est pas conforme avec ce que mettent en évidence les chronobiologistes et les chronopsychologues, puisque, a priori, les chronopsychologues disent quand un enfant n'a pas un rythme ininterrompu qui travaille le mercredi, il y a cette régularité qui fait que cette fatigue n'est pas ressentie le vendredi. Les enfants ne nous disent pas la même chose. Alors, il y a plusieurs explications possibles. Soit effectivement, cette fatigue correspondrait plus à un sentiment de lassitude lié à une semaine très longue de travail à l'école, soit effectivement, ils deviendraient, les enfants alors, le porteur d'un discours ambiant, le discours qu'on entend chez les adultes, cette fatigue ressentie chez chacun d'entre nous à la fin d'une semaine de travail longue et qui peuvent entendre aussi bien dans la bouche de leurs parents que des enseignants. Alors, pourquoi effectivement les enfants pourraient être le porteur de la parole de ces adultes? C'est parce qu'on peut imaginer que dans cette enquête, les enfants n'avaient pas véritablement réfléchi à ces questions-là. Quand la personne leur demandait quand est-ce que tu te ressens le plus fatigué, ils ont peut-être fait alors référence à ce qu'ils ont pu entendre plutôt qu'à ce qu'ils ont pu ressentir. Rien ne nous dit, quoi qu'il en soit, que derrière ce sentiment de fatigue, il y a une perte d'attention des enfants. Les chronopsychologues, eux, ils ont des outils extrêmement précis qui leur permettent de mesurer les capacités attentionnelles. Ils ne sont pas seulement sur du discours. Donc peut-être existe-t-il un décalage entre le discours des enfants sur sa fatigue ressentie et leur capacité attentionnelle. Ça, la recherche ne le dit pas. D'accord, c'est effectivement un élément qu'on avait pu entendre, cette distinction entre la fatigue, ressentie ou réelle d'une part, et la capacité d'attention, la capacité à finalement à participer à des activités, à participer à des activités même effectivement assez encadrées, scolaires, des moments d'apprentissage. Ben oui. Bon, d'une manière générale, ça n'a pas dû vous surprendre beaucoup. En tout cas, ça ne nous a pas surpris. Les enfants ont exprimé qu'ils préféraient jouer que travailler, qu'ils préféraient les activités de loisirs plutôt que les apprentissages scolaires. Est-ce que ça vous inspire sur ce sujet-là un commentaire particulier ou quelque chose à mettre en relief par rapport à notre étude, ou c'est bien normal après tout? J'espère que les enseignants ne verront pas dans ces propos une remise en question de leur travail. Mais en tout cas, ça nous invite forcément aujourd'hui, ça invite les personnels d'enseignement qui le font très bien à réfléchir aussi à quel type d'activité ils peuvent proposer à des moments où les enfants sont fatigués. Il y a aujourd'hui des activités qui sont très chronophages de point de vue cognitif, et d'autres activités sur lesquelles les enfants ont peut-être moins besoin d'attention. Et aujourd'hui, c'est un véritable élément, je trouve, de réflexion pédagogique. Comment aujourd'hui des enseignants peuvent faire en sorte que cette contrainte scolaire devienne supportable grâce à des aménagements pédagogiques adaptés. Mais ça, moi, je fais entièrement, en tant qu'enseignant, je fais évidemment confiance aux enseignants pour trouver des réponses adaptées.
Oui, donc finalement, sur ce point-là, c'est pas tant le contenant que le contenu qui importe. Peu importe au final, enfin peu importe, on ne l'a pas dit comme ça, mais il peut y avoir des différences d'organisation à la journée, à la semaine, et cetera. Et ce qui va être aussi important, ça va être finalement la manière dont on organise les apprentissages, les activités, finalement toute cette démarche pédagogique chez les enseignants, vous l'avez dit, mais également d'ailleurs dans les temps périscolaires. Évidemment, évidemment. Quand on entend que les enfants se disent effectivement plus fatigués le matin en arrivant à l'école, c'est un élément qui est extrêmement important pour les animateurs qui reçoivent les enfants le matin et pour les enseignants dans cette première tranche effectivement de début de journée qui est une période visiblement assez sensible. Avec d'ailleurs, si je peux me permettre, euh, euh, quand il y a eu cette fameuse concertation avec l'ensemble des partenaires éducatifs, il y a eu une réflexion autour d'un début de classe à 8h30. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a l'impression, on pourrait avoir l'impression à la lecture des résultats que ça fait plutôt consensus, pour plusieurs raisons. D'abord, les enseignants qui disent effectivement qu'ils peuvent capter plus facilement l'attention des enfants tôt le matin. Oui. Et ensuite, bon nombre de parents qui témoignent du fait qu'au bout du compte, commencer l'école les matins plus tôt n'est pas véritablement un problème, puisque les enfants sont généralement laissés pour la plupart à l'accueil périscolaire. Alors, quand je dis que ça fait à peu près consensus, attention, ce n'est pas tout à fait vrai. Du côté des animateurs, ils voient effectivement un problème. C'est une perte d'une demi-heure d'accueil périscolaire, donc une perte un petit peu de leur travail, et donc une fragilisation d'une situation de personnel qui sont déjà souvent dans une situation assez précaire. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'on pourrait effectivement, en écoutant la parole des enfants, envisager une classe plutôt le matin, mais peut-être des activités, au moins au départ, qui ne seraient pas nécessitant pas trop, effectivement, d'attention et de concentration. D'accord, merci. Parmi tous les retours que vous avez pu étudier, finalement, toutes ces expressions des enfants, est-ce que vous avez noté des contradictions importantes? Est-ce que vous avez noté des choses qui ne semblent pas être réalisables parce qu'antinomiques entre les différentes attentes exprimées? Vous l'avez souligné tout à l'heure, hein, une contradiction peut-être latente entre ce qu'expriment les enfants et ce que constatent les chronobiologistes sur le sujet du vendredi. À part cette situation du vendredi, est-ce qu'on a observé d'autres contradictions dans cette enquête ou d'autres contradictions entre les expressions des enfants et les expressions, pas les expressions, mais les réflexions des adultes sur ce sujet des rythmes scolaires? Au bout du compte, très Oui, peu. très peu. Très peu. Ouais, très très peu. Et c'est relativement intéressant, effectivement. Si aujourd'hui on traduit la parole de l'enfant, elle serait assez proche, voire très proche, des propos tenus par les chronopsychologues. C'est vraiment, c'est extrêmement édifiant, hein. Il n'y a véritablement pas de contradiction. En revanche, il y a beaucoup de contradictions dans les paroles des autres acteurs éducatifs. Alors, même si effectivement vous m'avez demandé de parler préférentiellement de la parole des enfants, on se rend compte aujourd'hui qu'on est sur un problème qui fait controverse, sur laquelle chaque acteur a un regard ou porte un regard qui peut être extrêmement différent. Alors, je ne nie pas dans la parole des acteurs une parole tournée vers l'intérêt des enfants, aussi bien évidemment les parents que les animateurs, que les enseignants, etc. Mais pour autant, on est sur des enjeux qui sont bien plus complexes que le seul intérêt de l'enfant. Quand effectivement on entend des enseignants qui, eux, mettent en évidence le fait qu'ils sont plutôt favorables à une semaine de 4 jours, hein, en s'appuyant d'ailleurs sur le sentiment qu'ils ont que les enfants sont fatigués et qu'ils auraient besoin de ce mercredi pour être un temps qui serait un peu extrait du temps scolaire, on ne peut pas négliger le fait aussi, évidemment, qu'il y a derrière ce discours, et ce n'est pas leur rejeter la pierre, aussi une question autour de leur confort professionnel. Ce n'est pas un gros mot que de dire ça. Aujourd'hui, Eysines, comme d'autres communes, se confrontent effectivement à ces questions de stratégie d'acteurs. C'est-à-dire, comment aujourd'hui faire en sorte de éventuellement maintenir une semaine à 4 jours et demi
que les enfants ont l'air d'apprécier, parce que les enfants, ils aiment bien le mercredi, je vous rappelle quand même. Oui, Donc, comment maintenir ça? Et effectivement, dire à des enseignants aujourd'hui qu'ils vont devoir faire le choix entre aller travailler dans une commune dans laquelle l'école sera fermée 4 jours et demi ou une commune dans laquelle l'école sera fermée 4 jours. Et là, effectivement, on est face à une situation, moi, je ne conseille à donner à personne, mais on est dans une situation très complexe. Comment entendre la parole? Ce n'est pas des contradictions qu'on cherche, c'est comment trouver un compromis. Hein. Ça va être demain le travail de la commune des Innes de trouver le meilleur compromis possible en prenant en considération l'ensemble des paroles d'acteurs. alors c'est vrai que c'était le sens de cette démarche de concertation où un certain nombre d'acteurs différents, vous les avez cités tout à l'heure, les enseignants, les familles, des animateurs ont pu s'exprimer et s'écouter et entendre qu'effectivement il y avait une convergence sur l'intérêt de l'enfant, une écoute des besoins de l'enfant, puis il y avait aussi des divergences qui tenaient à des postures, à la manière de concevoir son métier, sa vie, enfin voilà. Mais tout ça a été fait dans une logique finalement assez constructive et bienveillante. Ah oui, Et oui. Et je trouve d'ailleurs extrêmement intéressant, excusez-moi, ces tables rondes qui ont été mises en place. Faire se rencontrer autour d'une table des gens aussi différents et essayer effectivement de construire ensemble un projet pour l'enfant, je trouve que c'est une démarche extraordinairement intelligente. Et je suis absolument persuadé aujourd'hui que vous allez pouvoir tirer des bénéfices énormes de l'ensemble de ces entretiens, de ces échanges. Le changement sera d'autant plus acceptable qu'il a été co-construit par la plupart des acteurs éducatifs. oui, finalement, que l'option qui soit retenue soit une option, pour faire simple, à 4 jours ou à 4 jours et demi, même si d'autres ont fait remarquer que finalement, le monde ne se séparait pas en 2 organisations aussi simples. Il y avait, Mhm. dans les semaines à 4 jours ou les semaines à 4 jours et demi, finalement, de multiples organisations très, très différentes, ce qui fait qu'il n'y avait pas 2 organisations des temps scolaires, mais peut-être une centaine d'organisations Ouais, différentes ouais. selon ce que proposent les communes et finalement, quelle que soit l'organisation qui sera retenue, c'est plutôt le travail ensemble des acteurs qui vous semble pouvoir permettre de répondre durablement aux besoins des enfants? Ben évidemment, évidemment. Et avec, in fine, pour la mairie, l'obligation de trancher une fois effectivement qu'on a entendu la parole de tous et de toutes. Il y aura cette question-là. Il faudra prendre une décision. Ça générera forcément des frustrations, ça générera forcément des déceptions, mais il faudra à un moment donné effectivement que la mairie soit en capacité de décider de ce qui sera le mieux pour l'ensemble de la communauté. Et est-ce que dans cette perspective d'avoir à décider, puis à assumer et à accompagner les acteurs, vous auriez pour les acteurs éducatifs et INED des conseils pour la suite, indépendamment du choix, de la solution qui sera retenue? Comment faire Mhm. ensemble dans ce choix-là? Les, le territoire des îles offre d'incroyables possibilités pour rendre le rythme de l'enfant le plus agréable possible. Je veux juste vous dire, alors j'espère que je ne choquerai personne, mais quand j'ai entendu par exemple une question qui m'intéressait, c'était la question de la piscine le matin, avec des temps de trajet assez longs, etc. Et donc des parents disaient, ou d'autres acteurs, ça serait bien éventuellement de réfléchir à la possibilité que les enfants aillent à la piscine plutôt l'après-midi. Ça m'a fait, excusez-moi, légèrement sourire. Beaucoup de territoires, en Aquitaine, en Gironde, aujourd'hui, ne peuvent pas se payer le luxe de réfléchir s'il faut envoyer les enfants à la piscine le matin ou l'après-midi. J'ai le sentiment aussi, pour un petit peu parcouru le territoire des Innes, qu'il y a un nombre d'infrastructures sportives, culturelles, qui aujourd'hui offrent une possibilité, un éventail d'ouverture absolument incroyable pour les enfants. Et donc déjà, ne serait-ce que ça, hein, la possibilité de s'appuyer sur ces structures-là est absolument admirable pour les enfants des Innes. Dans certains territoires ruraux, par exemple, cette question-là serait traitée tout à fait différemment. Les activités périscolaires, les TAP, par exemple. J'habite dans un secteur qui est un secteur rural. Pour les enfants de l'école de mon village, l'ouverture des TAP, c'était la possibilité de faire découvrir à des enfants des activités culturelles et sportives qu'ils n'auraient jamais vues parce que n'existant pas dans leur territoire. Donc aujourd'hui, déjà, il faut aussi que l'ensemble des acteurs s'appuient
sur cet éventail absolument admirable de possibles. Ça, c'est une première chose. Et j'ai envie de dire, à la limite, j'entends bien que ce serait mieux que les enfants aillent peut-être à la piscine l'après-midi, mais déjà, ils vont à la piscine. Quelle chance. Ensuite, alors, si on fait un bilan le plus objectif possible sur ce qui a pu être dit par les différents acteurs éducatifs et les enfants, il me semble, je reste très prudent, il me semble effectivement qu'il serait a priori très envisageable de commencer l'école plutôt à 8h30. Bon nombre de parents, effectivement, laissent leurs enfants à l'accueil périscolaire le matin, et donc ça ne bouleverserait pas ou bousculerait pas l'organisation des parents. Ensuite, et alors je suis très prudent, il me semble que, mis à part la parole des enseignants, il semblerait qu'une semaine à 4 jours et demi puisse être quelque chose de très envisageable. Les enfants disent « aimer c'est mercredi ». Attention, puisque les enfants disent « aimer c'est mercredi », l'idéal serait peut-être, mais je crois que les mairies n'ont maintenant plus la main, la possibilité de faire une demi-journée le samedi. Alors, ça nous semble incroyable, cette école du samedi matin. Monsieur Pogam, j'étais instituteur dans les années 1985. Il y avait école le samedi matin. Je vous remercie de me rappeler que je suis si jeune. Hein. Ça fait comme un écho. C'est ça. Et donc, en fait, ce samedi matin, il était presque naturel, mais aujourd'hui, on a sacralisé ce week-end. Il y a aussi de nouvelles distributions familiales, de nouvelles réorganisations autour des familles séparées en particulier, qui fait que ce week-end est devenu un week-end essentiel de rencontres familiales. Mais on pourrait penser effectivement que lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi matin, d'accord, pourrait être effectivement un temps scolaire qui serait idéal. Bien sûr, je ne parle pas effectivement des enseignants pour lesquels la question de 4 jours et demi est une question extrêmement sensible. Effectivement, donc, la démarche de concertation qui a été choisie par la ville d'Ezines, c'était à la fois un travail collectif avec ces tables rondes que nous avons évoquées tout à l'heure, à la fois permettre à des experts d'apporter un regard, une expertise, vous permettrez, sur le sujet pour enrichir la réflexion de celles et ceux qui ont participé à la table ronde et de celles et ceux qui n'ont pas pu. Et puis des questionnaires directement tournés vers les enfants, par exemple, on en a parlé au début de notre échange. Et puis maintenant, un questionnaire à destination des familles pour leur proposer de choisir finalement, ou de dire en tout cas, puisque le choix final reviendra à la municipalité, de dire où va leur préférence dans les organisations qui sont proposées. De votre point de vue, quelles seraient les suites à donner à l'ensemble de cette démarche et aux résultats qui pourraient émerger de l'enquête en cours? Il y a un énorme corpus de données, plus de 100 pages, 120 pages, que j'ai lu avec passion, qui sont déjà un premier élément, je pense, extrêmement pertinent de résultats et de données qu'on vient de discuter ensemble. Alors, on pourrait, la mairie d'Ezines, donc envisage, si j'ai bien compris, une suite autour d'un questionnaire parental. Est-ce que ça a été décidé? Ça a été décidé, ça a été décidé, oui. Alors, les points positifs et les points négatifs, selon moi, par rapport à cette démarche. Le point positif, c'est effectivement de renforcer quantitativement les résultats de l'enquête. Ce que l'on peut constater, effectivement, c'est que nous avons des gens qui ont participé, un bon nombre de personnes, mais que ce nombre n'est pas vraiment significatif de l'ensemble de la population d'Ezines. Et peut-être qu'il y a effectivement à ce moment-là un manque quantitatif qui pourrait venir confirmer ou infirmer ce qui a été déjà mis en évidence dans cette première recherche. Ce qui veut dire quand même que si ce questionnaire a été déjà fait, excusez-moi, M. Pogam, il a déjà été rédigé. Ce questionnaire a effectivement été réalisé, est en cours de diffusion. D'accord. Alors, je ne le connais pas et je m'en excuse. Il va donner effectivement un éclairage, l'éclairage des parents. Ce que je vois comme élément négatif, entre guillemets, c'est qu'il y a une démarche paradoxale, me semble-t-il. C'est-à-dire, comment effectivement ils ont, d'entrée de jeu, délibérément donné la parole à tous les acteurs, et finalement, pourquoi se tourner exclusivement
ou uniquement vers la seule parole des parents usagers de l'école. Et ensuite, ça veut dire en gros que ce n'est pas dénié, parce que je ne me permettrai pas de dire ça, mais il y a effectivement ça pourrait être vécu par les autres partenaires comme une non prise en considération des paroles qu'ils ont pu dire ou prononcer lors de cette enquête. Donc il faudra que la mairie d'Ésine soit très explicite par rapport à cette démarche-là. Alors, leur avis va être sollicité par un questionnaire qui leur est dédié également. Mais donc, du coup, cette question d'interroger tous les publics devrait trouver sa solution, puisque l'ensemble va pouvoir s'exprimer sur un questionnaire. Après, il en reste la traduction quantitative, puisqu'à l'évidence, il y a sur le territoire moins d'enseignants qu'il n'y a de parents, moins d'animateurs même qu'il y a de parents. Je pense Bien sûr. qu'il y aura un travail de pondération de ces retours à faire. C'est une question extrêmement complexe. On est sur des enjeux extrêmement qui peuvent générer, comme je l'ai dit, des conflits, des tensions, des incompréhensions. Hein. Il sera, j'espère que vous m'enverrez les résultats de l'enquête. Nous, vous les ferons suivre. Par rapport à ce que j'ai pu entendre, j'ai l'impression que la parole des parents, elle est plutôt assez diluée sur les 4 jours et demi. Je n'ai pas senti de véritable préférence pour tel ou tel rythme hebdomadaire. Et ensuite, quoi qu'il en soit, et je vous l'ai déjà dit, la question sera une question d'un choix politique. Et il faut faire confiance, j'espère, à la mairie d'Ésine pour pouvoir effectivement prendre une décision qui sera une décision conforme aussi au choix politique porté par la mairie. Maintenir l'école à 4 jours et demi, c'est un vrai choix politique. Et il faudra effectivement que la mairie ou non l'assume et qu'elle le justifie. Ça va être extrêmement difficile. Et alors là, pour le coup, j'ai été élu. Et je souhaite aux élus d'Ésine un bon courage. Vraiment, allez, dire quoi ? Il y a pas de bon choix. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, une position à 4 jours sera également un autre choix politique. Évidemment. Et le choix de la collectivité, il appartiendra de l'expliciter et de dire sur quoi il se fonde et peut-être du coup de rendre encore plus lisible que nous l'avons fait jusqu'à présent cette démarche de concertation et puis d'accompagner les personnes qui ne se retrouveraient pas immédiatement dans le choix qui sera finalement retenu, puisque finalement ce qui semble important c'est ce travail collectif que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Et alors, va se poser la question d'une semaine à 4 jours, effectivement, de comment occuper ce mercredi. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que la mairie va pouvoir mettre en place en termes d'activités sportives et culturelles qui répondront aussi parfaitement aux besoins et aussi aux intérêts de l'enfant, puisqu'on était sur ça, la question. Hein. Donc, il y a aujourd'hui une vraie possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Ésine, de pouvoir proposer aux enfants des activités multiples et qui vont permettre à cet enfant de se développer. Il n'y a pas que les apprentissages à l'école. Hein. Enfin, l'apprentissage ne se situe pas que dans l'école. Voilà. Et aujourd'hui, les acteurs autres, comme l'animation socioculturelle, a plein de choses à apporter aux enfants. Merci pour ce complément d'informations sur notre enquête et la concertation. Merci pour votre éclairage et puis le temps que vous avez pu consacrer à la lecture exhaustive des questionnaires, des retours des questionnaires des enfants. Et puis, on va souhaiter bonne continuation à la ville d'Ésine. Oui, vraiment. Et vraiment, en tout cas, remarquable travail, aussi bien des acteurs qui accompagnent la mairie que la mairie d'Ésine. Voilà, je suis vraiment émerveillé, étonné aujourd'hui qu'effectivement des collectivités se mobilisent autant pour réfléchir à ces questions-là. Voilà, c'est ce que je garderai de ce travail en commun. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.